Si vous voulez revoir cette présentation. La conférence de ce soir s'intitule « Pour un système agroalimentaire durable et résilient, une perspective socio-économique, écologique et spirituelle », conférence qui nous est offerte par Tamari Langlais. Je vais juste vous donner quelques mots sur sa biographie. Donc, Tamari Langlais est titulaire d'un bac en agronomie de l'Université Laval. Elle a aussi une maîtrise en sciences humaines appliquées de l'Université Concordia. Elle a passé plus d'une quinzaine d'années, elle détient une quinzaine d'années d'expérience comme conseillère en formation avec CARE, puis l'Union des producteurs agricoles en développement international aussi, ce qui lui a donné l'occasion de contribuer à la mise en place de champs-écoles en Haïti et de collaborer au renforcement des capacités d'organisations paysannes ouest-africaines qui sont impliquées dans la commercialisation des produits agricoles. Elle est présentement conseillère scientifique en transfert des connaissances pour l'équipe Changement climatique de l'Institut national en santé, l'INSPQ, PUP, je ne me rappelle plus. Santé publique du Québec. Oui, mon Dieu, j'avais juste politique dans la tête. J'ai eu un petit blanc de mémoire. Pourtant, c'est un institut qui est sous les feux de la rampe en ce moment avec la pandémie. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Tamari. Merci, Lise. Donc, le plan de ma présentation, d'abord une petite introduction. Ensuite, on va passer par quelques définitions incontournables. Puis, il y a deux grandes parties à ma présentation. Une, c'est plus sur l'aspect social et économique de la question. Puis l'autre, c'est plus le plan écologique. Donc, ça va être le gros de la présentation. Puis, la conclusion à la fin, évidemment. Donc, introduction, mes antécédents personnels et professionnels, puis aussi l'importance de l'agriculture dans les enseignements Baha'i. Donc, moi, j'ai étudié en agronomie, donc je m'intéresse beaucoup à l'agriculture. Ce qui m'a amenée à m'y intéresser, c'est quand j'ai fait une année de service en Haïti à l'âge de 17 ans. C'est quelque chose que les jeunes Baha'is sont comme vraiment encouragés à faire, à un moment donné, de prendre une pause dans leurs études, voyager, essayer de faire du bénévolat ailleurs. Puis, l'année que j'ai passée en Haïti, j'ai réalisé à quel point que l'agriculture était vraiment importante à travers le monde. Et puis, ça m'a comme motivée à aller étudier là-dedans. Il faut comprendre que c'est ça parce que je suis Baha'i, je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais jeune. Là. Mes parents étaient Baha'i, ils m'ont donné une éducation spirituelle qui était basée sur les enseignements Baha'i. Et donc, dans les enseignements Baha'i, on accorde vraiment beaucoup d'importance à l'agriculture. Ça dit même qu'on devrait commencer par ça pour essayer d'améliorer le bien-être de l'humanité. Ça dit même que c'est par là qu'on va pouvoir poser la base d'un système et d'un ordre, parce que la classe paysanne et la classe agricole dépassent les autres par l'importance de leurs services. Donc, c'est beaucoup ça qui m'a inspirée. Donc, voilà. Quelques définitions maintenant dont on va se servir tout au long de la présentation. D'abord, qu'est-ce qu'un système agroalimentaire durable? Mais le développement durable, là, ou qu'on peut appeler soutenable aussi, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, mais sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Le développement durable a trois piliers, un pilier économique, un pilier social, donc qui réfère notamment à l'équité, entre autres, entre les générations, et il y a un pilier aussi qui est économique. Maintenant, quand on parle d'un système agroalimentaire, qu'est-ce que c'est? Un système agroalimentaire, c'est un réseau territorial qui intègre la production, la transformation, la distribution, la consommation des produits agricoles, aussi la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est tout le cycle de ce qu'on mange, du début, du moment que c'est cultivé jusqu'à ce que ça soit mangé et éliminé. Et donc, pour que ce soit un système durable, il y a la notion de collaboration qui est importante là-dedans et il y a la notion de gouvernance aussi qui doit reposer, là, c'est ça. Donc, tout ce système-là doit reposer sur une gouvernance, puis ça se situe dans un territoire donné. Pour ma part, la plupart de ma présentation va parler du système agroalimentaire mondial. Comment est-ce que ça peut être durable à l'échelle mondiale? Maintenant, qu'est-ce qu'un système agroalimentaire résilient? Quand on parle de résilience,
on parle de la capacité d'un système à s'adapter puis à retrouver un équilibre après avoir subi une perturbation importante. Donc, c'est la capacité à rebondir. Qu'est-ce qui peut perturber notre système agroalimentaire? Bien, il y a les changements climatiques, c'est évident. L'accroissement de la demande alimentaire aussi, dû à l'accroissement de la population. L'ONU s'attend à avoir 11 milliards d'humains en 2010. C'est pas 2010, excusez, petite faute, là, c'est en 2100. Il y a les épidémies aussi qui peuvent affecter les plantes, les animaux. On entend parler de temps en temps des épidémies de criquets pèlerins en Afrique. Il y a eu la crise de la vache folle, etc. Il y a les pandémies. Le coronavirus a vraiment un peu nuit à notre système agroalimentaire, entre autres en nuisant à la mobilité de la main-d'œuvre et aussi au niveau du transport aussi. Ça a causé bien des problèmes. Donc, on a eu une certaine augmentation des prix. Bien, les crises économiques peuvent avoir un impact, évidemment, puis les conflits, les guerres et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que la sécurité alimentaire? On dit que la sécurité alimentaire existe quand tous les êtres humains ont accès à tout moment, un accès qui est physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc, il y a la notion de quantité là-dedans, mais il y a la notion de qualité aussi. Et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture définit 4 dimensions à cette sécurité alimentaire. La première, c'est la disponibilité physique. Il faut que la Terre produise assez de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde. La deuxième composante, c'est l'accès économique et physique aux aliments. Donc, il faut avoir l'argent pour se le payer. Puis, il faut que la nourriture soit disponible proche de chez nous, aussi pas dans un entrepôt à l'autre bout du monde. Il y a l'utilisation des aliments aussi qui est importante. Donc, ça, pour pouvoir utiliser les aliments, il faut être en santé. Si quelqu'un souffre de diarrhée, il a beau manger, son corps n'assimile pas bien la nourriture. Il y a l'utilisation aussi, il faut être capable de cuisiner, il faut être capable d'être assez en santé pour utiliser correctement les aliments. La quatrième dimension, c'est la stabilité dans le temps des 3 premières composantes, des 3 premières dimensions. Donc, il faut pouvoir compter sur une disponibilité, un accès, puis une utilisation continue. Puis tout ça, ça nous donne la sécurité alimentaire. Maintenant, ma présentation offre non seulement une perspective socio-économique et écologique sur les systèmes agroalimentaires durables et résilients, mais aussi une perspective spirituelle. Mais il faudrait s'entendre qu'est-ce qu'on veut dire par spiritualité. Fait que là, je suis tombée justement hier sur un article dans la presse fort intéressant, mais qui date d'il y a 1 an, qui définit la spiritualité comme une ressource interne qui permet de donner un sens à sa vie et de faire face aux souffrances. Donc, ça, c'est un aspect des choses. Puis, il y a aussi une définition plus là, au niveau lexical, textuel. C'est la qualité de ce qui est esprit ou âme, concerne sa vie, ses manifestations, et qui est du domaine des valeurs morales. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a vraiment 2 aspects. Il y a un aspect plus de sens, le sens qu'on donne aux choses, puis il y a un aspect aussi moral, c'est-à-dire les choix qu'on fait. Donc, pour ma part, quand je parle de spiritualité, qu'est-ce que je veux dire? Bien, je pense au besoin de transcendance de l'être humain, c'est-à-dire sa tendance à rechercher une finalité qui est plus grande que lui-même, pour donner un sens à sa vie, pour mieux traverser les épreuves, etc. Mais je parle aussi en même temps de la partie de la nature humaine qui va l'inciter à faire des choix moraux et altruistes, et ce, sans espoir de récompense ou sans crainte de punition. Et puis donc, cette partie, bon, dans les enseignements bahaïs, on croit que c'est inné, que l'humain est fondamentalement bon, mais qu'il y a besoin de l'éducation pour développer cet aspect-là de sa nature. Donc, c'est les 2 un peu composants de la composante plus subjective de la spiritualité, puis de la composante plus observable, qui est le comportement. C'est ça. Donc, en résumé, c'est le contraire du matérialisme. Fait que là, on va faire un premier sondage, parce que j'ai énormément de matériel, puis je ne veux pas vous garder trop longtemps. Donc, ma question, c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus? L'aspect social et économique de la durabilité,
ou bien l'aspect écologique. Donc, est-ce que, Soël, tu pourrais partager le sondage, s'il te plaît? C'est déjà partagé présentement. OK. Est-ce que vous pouvez voir le sondage? Oui, OK. Donc, je vais vous donner 10 secondes pour répondre. Là. Toi, Marie, tu ne vois pas les résultats, c'est ça? Non, je ne vois pas les résultats rentrer parce que c'est toi qui l'as partagé. Quand tu voudras. Tu me le diras quand tu verras qu'il y en a assez qui sont rentrés. Il y en a combien, là? 65% de participation, puis ça monte. OK, on va attendre un petit peu. Donc, vous avez dû voir à votre écran une question, la question qui est apparue, puis avec 2 choix de réponse, social, économique ou écologique. Donc, en cliquant sur un des 2, Soël va comptabiliser les réponses. T'es rendu à combien, Soël? 82%. 86%. OK. Je pense qu'on... Je pense qu'on va y aller. Tu peux nous fermer ce sondage, on va regarder les résultats. Donc, les résultats social et économique, 14 sur 25. Donc, 56% disent social et économique, 44% disent écologique. Intéressant, je m'attendais à l'inverse. Donc, allons-y d'abord avec l'aspect social et économique. Donc, les questions auxquelles je vais tenter de répondre, c'est les suivantes. Présentement, l'humanité produit-elle assez de nourriture pour répondre aux besoins de la population mondiale? Pourquoi l'insécurité alimentaire augmente-t-elle? Quelle transformation spirituelle est requise pour que tous mangent à leur faim? Et comment se manifesterait cette transformation au plan de l'organisation et de la gouvernance du système agroalimentaire? Donc, on y va. Donc, deuxième sondage, Celle, peux-tu me faire ça tout de suite? D'après vous, l'humanité produit-elle assez de nourriture actuellement pour répondre aux besoins de ses 7,8 milliards de membres? Oui, non ou je n'en ai aucune idée. Mon Dieu, les gens sont rapides à répondre. On est déjà rendu à pas mal 100% des réponses. OK, bien, tu peux mettre fin au sondage puis nous dire qu'est-ce que les gens pensent. D'accord. Donc, je ne sais pas, est-ce que là, vous le voyez à l'écran, ces résultats? Oui, on les voit très bien. Tout le oui, monde les voit sauf moi. Combien? Alors, 84. Vas-y, Élise. non, excuse-moi, Joël. Le oui, c'est 84 le non, 12 je n'en ai aucune idée, 4 OK, bien, la majorité a raison. On produit assez de nourriture dans le monde présentement. On produit plus de nourriture que ce qu'on a besoin pour répondre aux besoins de tous les humains. Pourtant, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde continue à augmenter. En fait, en 2020, il y avait 1 personne sur 3 dans le monde qui n'avait pas un accès adéquat à la nourriture. Il y avait 12% de la population mondiale qui souffrait d'insécurité alimentaire sévère et ce pourcentage-là est en augmentation. Il y avait 22% des enfants de moins de 5 ans qui souffraient de retard de croissance et 5,7% qui étaient en surpoids. Donc, c'est l'autre envers de la médaille. Tout ça, c'est selon la FAO. Donc, pourtant, ce qui est étrange, c'est que la production alimentaire mondiale a augmenté plus rapidement que la population. Vous voyez ici, dans le graphique, la ligne jaune, c'est la production alimentaire mondiale. La ligne bleue, c'est la population mondiale. La ligne rouge, c'est la surface agricole mondiale. Donc, vous pouvez voir que la production a vraiment beaucoup augmenté, plus que la population. Et cette augmentation-là est due un peu à l'augmentation des surfaces cultivées, donc due à la déforestation, entre autres, pour convertir la forêt en terre agricole. Mais c'est beaucoup plus dû à la révolution agricole, une augmentation de la productivité au niveau par hectare, donc par unité de surface, mais aussi par travailleur agricole. Et donc, ce qui a contribué à ça, c'est par exemple les semences améliorées, les engrais chimiques, les pesticides, meilleure gestion de l'eau. Puis pour la productivité par travailleur agricole, bien là, c'est plus la mécanisation, la traction animale dans les pays qui ne sont pas encore mécanisés. Donc aujourd'hui, le monde produit 50% plus de calories que ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de chacun. Donc, on a la réponse à notre question de sondage. Mais alors là, pourquoi est-ce que l'insécurité alimentaire augmente-t-elle si on a assez de nourriture pour nourrir tout le monde? Bien, en réalité, c'est parce que la plus grande cause de l'insécurité alimentaire, c'est la pauvreté.
Il y a l'écart entre les riches et les pauvres qui augmente et il augmente à la fois entre les pays et à l'intérieur des pays. Ce que vous voyez dans le graphique ici, ça montre l'indice de Gini, je ne sais pas si c'est Gini ou Gini, mais c'est un indice qui mesure l'inégalité économique entre les personnes. Et donc, vous pouvez voir ici que quand c'est 0, ça veut dire c'est l'égalité parfaite. Quand c'est 1, c'est l'inégalité totale, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a toutes les ressources, tous les revenus, les autres n'ont rien. Donc, entre 1985 et 2010, on voit que la moyenne mondiale a augmenté de 14 % au niveau des inégalités. Puis, ce que vous pouvez voir, c'est dans quel pays que ça a augmenté le plus, c'est l'Afrique du Sud. Il y a certains pays, le Brésil, ça a diminué un peu. Les États-Unis, ça l'a augmenté. L'Union européenne, ça l'a un peu augmenté aussi. L'Inde. Donc, la Chine a énormément augmenté. Donc, ça explique pourquoi il y a la faim dans le monde. Une des choses qui est importante de savoir, c'est que la plupart des pauvres vivent en milieu rural. Et il y a 45 % de la population mondiale qui vit en dehors des villes. Et donc, ça, c'est un peu paradoxal parce que les pauvres sont en grande partie des agriculteurs et c'est eux qui ont des problèmes de sécurité alimentaire. Un des problèmes, une des raisons qui explique ça, c'est que c'est justement paradoxalement la révolution agricole. Donc, victime de leur succès technique, il y a eu une surproduction de produits agricoles et ça a entraîné une chute des prix des produits agricoles et donc une baisse des revenus agricoles. Et ça, je dis cette baisse-là, c'est en comparaison des prix des produits manufacturés, donc les autres produits que les agriculteurs ont à acheter, qui, eux, valent en comparaison plus cher. Donc, leur pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. On voit, par exemple, ici l'évolution à long terme du prix réel du blé depuis 1908. Vous voyez comme ça descend. Ici, on voit aussi le prix de d'autres productions, d'autres produits agricoles qui, depuis 1961 jusqu'en 2002, la tendance, vous voyez, est encore à la baisse. Et pour la ligne ici en jaune, c'est les breuvages tropicaux. La ligne mauve, c'est le sucre. La ligne verte, c'est les oléagineux, donc par exemple les arachides. C'est toutes des cultures qui sont surtout dans les pays tropicaux et c'est ceux-là qui ont diminué le plus. Maintenant, un autre facteur qui fait diminuer les revenus agricoles, c'est le fait que le secteur de la transformation et de la distribution alimentaire s'accapare une plus grande part, de plus en plus grande, des dépenses alimentaires. Donc, vous voyez la ligne du haut, c'est dans le graphique, c'est les dépenses alimentaires des consommateurs, totales. La ligne du bas, c'est la part de ces dépenses-là qui reviennent aux producteurs agricoles, puis la zone en gris pâle au milieu, c'est la part qui revient au secteur de la transformation, de la commercialisation et de la distribution. C'est lié, entre autres, à un problème de concentration économique de ces acteurs-là. Ça devient comme des oligopoles qui contrôlent le marché, qui fixent les prix. Un autre problème qui explique beaucoup de pauvreté, surtout dans les pays tropicaux, dans les pays en développement, c'est le remplacement des cultures vivrières par les cultures d'exportation, et ce, combiné à une mondialisation des produits, des marchés agricoles. Donc, les agriculteurs se sont fait encourager à planter du coton, planter de la canne à sucre, des choses comme ça, et ça a diminué la quantité d'aliments, parce qu'on ne mange pas du coton, ça a diminué la quantité d'aliments disponibles dans leur région. Ça a amené beaucoup d'instabilité des revenus pour les agriculteurs aussi parce que les cours de ces produits-là varient beaucoup. Vous l'avez vu tout à l'heure, comme c'était en dents de scie. Et ça a créé aussi une dépendance de la population face aux aliments importés. Donc, ça rend la population plus vulnérable aux fluctuations des prix de ces denrées-là sur les marchés mondiaux. Un autre problème dans le même sens, c'est que les paysans des pays pauvres, à cause de la mondialisation, se sont retrouvés en compétition avec les agriculteurs des pays riches qui ne disposent pas des mêmes moyens de production. Donc, vraiment, la compétition n'est pas égale. Un autre problème qui diminue encore les revenus des ruraux, des agriculteurs, c'est l'accaparement des terres. Vous avez déjà entendu parler. Ça veut dire la vente ou la location des terres à grande échelle, des grandes superficies de terre à des entreprises, des fonds d'investissement, des élites, des fois même des États étrangers. C'est beaucoup en Afrique qu'on observe ce phénomène-là. Et les petits paysans qui cultivaient ces terres-là perdent l'accès à leurs terres. Souvent, ils sont obligés, après ça, de travailler pour les compagnies qui ont acquis les terres, mais
pour des conditions salariales minables, là. Donc, ça explique une partie de la pauvreté. Un autre problème, c'est l'exode rural. Je vous parlais tout à l'heure que il y a eu une augmentation de la productivité par travailleur agricole due à la mécanisation, puis à la traction animale aussi dû à l'augmentation de la productivité due aux intrants. Tout ça, ça prend moins de gens pour cultiver, pour faire la même quantité de nourriture. Donc, ça a créé une perte d'emploi au niveau agricole. Dans des pays développés comme le nôtre, c'est ce qui a permis c'est devenu un moteur pour la révolution industrielle parce qu'il y a eu un développement dans les villes qui a permis d'employer tous ces anciens paysans-là, de leur donner des emplois, éventuellement des meilleures conditions de travail et tout. Mais ce n'est pas le cas dans les pays en développement. Il n'y a pas eu cette industrialisation-là au même degré. Donc, les gens vont s'entasser dans des bidonvilles puis sans avoir accès à des revenus. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que la faim affecte davantage les femmes dans le monde. 60% des personnes sous-alimentées, c'est des femmes. Fait que c'est dû à quoi? C'est entre autres un accès inégal aux ressources productives, mais aussi à la connaissance. Parce qu'une partie importante de la productivité agricole s'explique par le développement des connaissances sur l'agronomie, sur les bonnes techniques agricoles. Donc, vous pouvez imaginer, je vais essayer de passer un petit peu plus vite, là, les d'autres raisons pour lesquelles leurs revenus sont moins élevés que celles des hommes, c'est les mêmes que d'habitude. Mais ce que la FAO a calculé, c'est que si les femmes bénéficiaient du même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient accroître les rendements de leur exploitation de 20 à 30 %, puis le nombre de personnes qui souffriraient de la faim dans le monde diminuerait de 12 à 17 %. Donc, investir dans l'agriculture féminine serait une très bonne stratégie pour réduire la faim. Donc là, on approche de la conclusion de cette partie-là sur les questions socio-économiques. Ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des aspects techniques et économiques et sociaux, la faim dans le monde, en réalité, c'est un problème éthique. C'est ça. Donc, on ne peut pas juste regarder l'aspect technique, économique. Ce que ça va exiger, c'est la mise sur pied d'une sécurité alimentaire, de garantir un habitat adéquat à tout le monde, la santé, donc, en tout cas, une plus d'équité au niveau économique. Et ça va demander un changement de valeur, mais aussi des nouvelles politiques, des nouveaux programmes et que ces politiques-là, l'orientation va être différente que ce dans la direction où on s'en va maintenant. Ça ne peut pas continuer dans le même sens puis penser que ça va résoudre. On ne peut pas résoudre des problèmes avec les mêmes solutions qui ont engendré ces problèmes-là. C'est ça. Donc, encore là, bon, je reviens à l'aspect plus spirituel. Abdul-Baha de la foi Baha'i, c'est le fils du fondateur de la foi et qui a beaucoup vulgarisé les écrits de son père. Et selon Abdul-Baha, la solution au problème économique passe par une transformation spirituelle, d'une part, mais aussi par l'adoption de lois qui vont réduire les écarts de richesse et de pauvreté. Ce qu'il dit, Abdul-Baha, c'est que quand on voit que la pauvreté touche au dénuement, c'est-à-dire quand c'est rendu que les gens sont tellement pauvres qu'ils ont faim, c'est le signe que quelque part, il y a de la tyrannie. Donc, il faut s'attaquer à cette tyrannie. Il faut rétablir l'équité, à la fois par des lois, mais aussi par un partage volontaire de la richesse. Donc, c'est ça, la transformation spirituelle requise pour que tous mangent à leur faim, selon une perspective bahaï, c'est que l'humanité doit prendre conscience de son unité, de son unicité, de l'égalité des hommes et des femmes aussi. Il faut développer notre sens inné de la justice. Je disais tout à l'heure que la spiritualité est vue par les bahaïs comme étant quelque chose de inné. Le sens de la justice aussi, il s'agit de se connecter avec cette petite voix intérieure qui nous dit que telle situation est juste ou pas juste. On le voit, les enfants, quand ils sont tout petits, c'est très jeune, ils ont cette impulsion de vouloir la justice. Il va falloir aussi apprendre à nous contenter. Quand je dis contenter, ce n'est pas se contenter d'un petit pain, là. Ça veut dire de trouver des sources de satisfaction ailleurs que dans une consommation toujours croissante, qui n'a plus de fin. Il va falloir passer d'une logique de compétition à une logique de collaboration et de réciprocité. Donc, ça change un peu le paradigme.
Et ce qu'Abdul-Baha nous dit, c'est que les plus riches vont devoir cesser toute forme de tyrannie et partager volontairement une partie de leur richesse. Je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps avance. C'est tous des écrits qui sont là-dessus. Là, je vais vous épargner des questions plus techniques, des solutions, à mon avis. Si jamais vous êtes intéressé, je vous enverrai ma présentation où j'y répondrai dans la période de questions. Ce que je voulais vous parler, c'était ici un modèle qu'Abdul-Baha avait proposé au début du 20e siècle, qui s'appelle le grenier villageois. Il suggérait que dans chaque village et ville, on établisse un fonds général qui visait à pourvoir en cas de pénurie et de s'assurer que les besoins des moins favorisés soient comblés. Ce fonds-là avait des revenus qui étaient dans le fond un impôt progressif sur la part des revenus individuels qui excèdent les besoins, de redevances sur les revenus miniers, les successions des personnes décédées sans héritier, les trésors et objets de valeur perdus et non réclamés. Puis au niveau des dépenses, c'était un soutien aux revenus des villageois dont les revenus sont inférieurs à leurs besoins, une prise en charge des orphelins, des personnes incapables de pourvoir leurs propres besoins pour cause de vieillesse, de handicap ou d'autres. Les surplus Abdul-Baha proposait que les surplus soient transférés au Trésor national et que le tout soit gouverné par un conseil d'administration élu par les villageois. Donc, ce n'est pas très loin du système, je dirais, socialiste, pas communiste, pas capitaliste, un peu l'entre-deux qu'on a présentement. Mais ce qui est distinct là-dedans, c'est que ça commence par le village. C'est la base du système fiscal qui est suggéré ici, c'est au niveau local et qu'après, c'est les municipalités qui contribuent au palier de gouvernement supérieur. C'est un peu l'originalité du système. Abdul-Baha disait que ça n'avait pas nécessairement besoin d'être exactement comme ce qu'il suggère, mais qu'on pourrait s'en inspirer. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat, parce que je pourrais tout de suite peut-être répondre aux questions. La surconsommation de viande est le numéro 1. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Comment pouvons-nous réduire les inégalités alimentaires? Y a-t-il des solutions? Je pense que la première solution, c'est de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Et en premier lieu, la pauvreté en milieu rural. Je dirais que ça serait la façon. Là. On pourra revenir tout à l'heure aux solutions plus précises si vous avez des questions là-dessus. Donc là, on viendrait à la deuxième partie de la présentation sondage 3. D'après vous, la planète pourra-t-elle nourrir 11 milliards d'humains d'ici 2100? Oui, non, ou je n'en ai aucune idée. Soël, pourrais-tu partager, s'il te plaît? C'est fait. OK. Encore 2-3 votes encore. OK, on a 82%, 86% de participation. Je vais fermer le poll et partager les résultats. Donc, Tamari, les résultats sont oui à 68% et non à 24%, avec un 8% de personnes qui ne savent pas. OK, donc on est un petit peu moins certain pour 2100 que pour le présent. Donc, d'un côté, il y a des choses qui sont un peu décourageantes. Donc, ce qu'on nous dit ici, Paul Hanley, d'ailleurs, qui a écrit un livre fort intéressant qui s'appelle Eleven. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir 11 milliards de personnes. Il nous dit qu'il faudrait que la population mondiale de calories augmente de 45% par rapport à l'année de référence 2014. Malheureusement, il y a peu de place qui reste pour faire cette augmentation-là par l'augmentation des superficies agricoles. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les rendements agricoles stagnent dans plus du tiers des superficies de la planète qui sont plantées en blé, en riz, donc qui sont les principales céréales consommées dans le monde avec le maïs. On voit le même phénomène, c'est ça aussi, mais un peu moindre pour le maïs et le soya. Et cette stagnation-là est plus marquée en Chine et en Inde. Or, c'est les pays qui sont les plus peuplés de la planète. C'est eux qui ont le plus besoin de manger. Donc, c'est problématique. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette stagnation des rendements, le principal étant les changements climatiques.
Quels sont les impacts prévus des changements climatiques sur l'agriculture et la sécurité alimentaire? Eh bien, les changements climatiques vont influencer les 4 composantes de la sécurité alimentaire: la production, l'accès à la nourriture à cause des baisses des revenus, l'utilisation des aliments et aussi la stabilité dans le temps, parce que des changements climatiques, c'est l'imprévisibilité, en tout cas, du climat qui est le plus déroutant pour les agriculteurs et qui rend l'agriculture très difficile. Mais les incidences prévues vont varier selon le type de culture, la région, le scénario d'adaptation. Dans certains cas, ça pourrait même améliorer les rendements à cause du CO2 supplémentaire dans l'atmosphère et aussi à cause de la chaleur supplémentaire. Mais dans la plupart des cas, ça va être plutôt un défi. Ça risque de faire diminuer les rendements à moins qu'on s'adapte. Ce qui risque d'affecter le plus la productivité agricole, c'est le réchauffement des températures moyennes, les sécheresses, les précipitations extrêmes, les cyclones tropicaux, les inondations. Donc, les zones de production pour certaines cultures vont devoir être déplacées. Par exemple, au Québec, on peut s'attendre à ne plus pouvoir faire de sirop d'érable dans le sud du Québec d'ici quelques décennies. Les pêcheries vont être affectées négativement aussi, tant en quantité qu'en qualité, par l'acidification des océans et le réchauffement aussi. Il y a peut-être certaines toxines qu'on va pouvoir retrouver dans les fruits de mer qui étaient rares avant, mais qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Dans le nord, il y a les dégels du pergélisol et de la banquise. Et la migration de certaines espèces aussi, ça va nuire à l'alimentation des peuples autochtones, ceux qui dépendent beaucoup de la chasse et de la pêche. Il y a aussi les zones rurales qui vont ressentir les contre-coups, là, par exemple, de baisse d'approvisionnement en eau, les infrastructures aussi pour agricoles, les revenus agricoles, tout ça va toucher beaucoup les régions rurales. Et on s'attend à ce que la croissance économique ralentisse et que les inégalités sociales s'accentuent. Et ça, c'est les mauvaises nouvelles. D'un autre côté, ça, ce que vous avez ici, c'est la carte qui montre les rendements du riz en tonnes par hectare à travers le monde. Et donc, vous voyez que dans certains pays, ça, je ne sais pas c'est lequel ici, là, proche de l'Égypte, en tout cas, ils sont à 10 tonnes hectares et plus. Les États-Unis sont à 8 tonnes hectares. Alors qu'il y a des pays dans le monde, en Afrique, qui sont à moins de 1 tonne par hectare. Si on regarde la Chine, sont à entre 4 et 6 tonnes, puis l'Inde est à entre 2 et 4. Ce qui est particulier parce que c'est les pays dont viennent le riz. La Chine, le riz a été domestiqué en Chine. Donc, pourquoi est-ce que leurs rendements sont inférieurs à ceux des États-Unis? Ils devraient être adaptés à ce pays. Donc, c'est là qu'on voit qu'en réalité, ce qui explique ces disparités-là, ce n'est pas le climat, c'est les techniques agricoles. Et ça, dans un sens, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de la place pour l'amélioration. Donc, si les pays, par exemple, d'Afrique, la Chine, l'Inde, même on voit les anciens pays soviétiques, le rendement est extrêmement faible pour des raisons surtout sociales. Bien, tous ces pays-là se mettaient à utiliser des meilleures techniques. Ça réglerait probablement qu'on arriverait à rencontrer notre objectif de production pour nourrir 11 milliards de personnes. Mais des bonnes techniques agricoles, ça veut dire quoi? Dès que les experts ne s'entendent pas vraiment sur les solutions, est-ce qu'on intensifie davantage l'agriculture en continuant sur notre lancée là, de variétés plus performantes, engrais chimiques, on peut rajouter des OGM là-dedans, des mécanisations, ou bien est-ce qu'on se tourne vers des alternatives qui sont plutôt inspirées des écosystèmes, donc comme l'agroécologie? Donc, il y a beaucoup d'experts qui considèrent que l'agriculture industrielle entraîne tellement de catastrophes environnementales, tellement de dommages sur l'environnement que ce n'est pas soutenable et qu'il faudrait vraiment, à cause de ces externalités-là, passer à des alternatives plus écologiques. Donc, on voit par exemple l'agriculture, selon le GIEC, là, compterait pour 24% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. C'est énorme. Puis si vous voyez à droite dans le graphique, les sources, c'est comme quel aspect de l'agriculture qui produit le plus d'émissions. On voit en orange, ici, le gros cercle, c'est la fermentation dans les rumens d'animaux. Donc, c'est l'alimentation des ruminants, le bœuf, les moutons, tout ça.
Pâturage aussi compte pour une grande part. En bleu, le gros cercle rond, c'est le changement d'utilisation des terres. Par exemple, si on coupe une forêt pour planter du soya, ça vient diminuer la fixation du carbone que cette forêt-là nous rendait comme service. Donc, c'est ça. Donc, l'autre problème qu'on voit avec l'agriculture industrielle, c'est les problèmes de santé humaine. Il y a plusieurs risques pour la santé qui viennent avec ça, donc l'exposition aux pesticides, la contamination des eaux souterraines, la pollution de l'air, par exemple, les tempêtes de poussière en Afrique est liée à beaucoup de problèmes respiratoires. La résistance aux antibiotiques à cause des antibiotiques qui sont donnés dans la nourriture des animaux. Il y a aussi beaucoup de pandémies humaines qui proviennent des animaux domestiques ou sauvages. Hein. Donc, on pense même que le coronavirus pourrait avoir été créé, on ne peut pas créer, mais avoir découlé d'une proximité trop grande de la faune sauvage et de la faune domestique. Et puis, un autre problème, c'est que ça, c'est plus agroéconomique, mais c'est le fait qu'il y a des subventions pour la production de sucre, de sirop de maïs, des choses comme ça. Ce genre d'ingrédients-là viennent parce qu'ils ne sont pas chers. Ben, l'industrie en utilise trop dans ses produits, puis ça fait baisser la qualité nutritionnelle des aliments. Il y a l'approche Une seule santé qui est intéressante à aller voir, si ça vous intéresse. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a juste une seule santé. On a une planète, on a une seule santé parce qu'on est tous connectés au niveau des écosystèmes. Donc, en parlant d'écosystèmes, on va parler de quelques notions de base là, pour pouvoir se faire une tête entre quelle avenue emprunter, entre l'industrialisation de l'agriculture ou bien l'agroécologie. Un écosystème naturel, c'est un complexe dynamique qui est composé de plantes, d'animaux, de micro-organismes et aussi de la nature morte, c'est-à-dire les minéraux, le sol et tout ça, l'eau, et qu'ils interagissent ensemble et forment une unité fonctionnelle. Ça, c'est un écosystème naturel. Les écosystèmes, ce qui les caractérise, c'est un recyclage de la matière organique, de toute la matière, en fait, d'une composante à l'autre de l'écosystème. Il y a le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, il y en a d'autres aussi, mais c'est important pour maintenir la productivité de ces écosystèmes-là que la matière soit recyclée. Un agroécosystème, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème qui a été transformé par l'humain dans le but de se nourrir. Donc, ce qui est particulier avec les agroécosystèmes, c'est que l'être humain importe certaines matières à l'intérieur du système, donc semences, engrais, compost, pesticides, animaux d'élevage, etc., puis il en exporte d'autres par le biais de la récolte, aussi par le biais de l'érosion des sols, si le sol est mal protégé. Donc, l'humain va modifier ces processus de recyclage des écosystèmes naturels. Donc, là, le nœud de la question, deux approches possibles pour relever le défi de nourrir plus de 8 milliards de personnes dans un contexte de changement climatique. En fait, ça va être 11 milliards à la fin du siècle. C'est quoi les deux approches? L'intensification conventionnelle, ce qu'elle propose, c'est de faire plus de recherches axées sur le développement de nouvelles variétés végétales plus productives, plus nutritives, plus résistantes aux maladies et aux insectes et utilisant plus efficacement les engrais et l'eau, plus résilientes face au climat. Donc, on applique la même logique pour l'élevage. On peut utiliser des OGM ou non dans cette approche. Alors que l'intensification agroécologique, elle, la recherche, elle est faite conjointement par les scientifiques et les agriculteurs afin de développer des agroécosystèmes qui sont diversifiés. Souvent, ces agroécosystèmes-là sont même étagés pour maximiser l'utilisation de la lumière, donc sont plus productifs par unité de surface. Ils vont être plus résilients, ils vont émettre moins de gaz à effet de serre, puis ils vont fournir aussi une nourriture qui est nutritive et culturellement acceptable. Pour pouvoir favoriser leur résistance face au climat, aux ravageurs et aux fluctuations des marchés, donc au lieu de miser sur les pesticides, on mise sur la diversité des agroécosystèmes, la diversité des espèces, puis aussi la diversité génétique à l'intérieur de chaque espèce. Donc, au lieu d'avoir des grands champs où est-ce que c'est tous des clones du même bananier, bien, on favorise la diversité.
Une autre particularité aussi de l'agroécologie, c'est qu'on va sélectionner des variétés qui vont être performantes dans le lieu où elles se trouvent. Donc, au lieu d'avoir des mêmes variétés qu'on va diffuser sur plusieurs continents, on essaie de sélectionner localement des semences qui vont bien fonctionner dans leur environnement. Et aussi, un autre aspect important, c'est que les paysans doivent maintenir tout le temps l'accès à ces semences-là. Il n'y a pas de question que ça soit avec des droits de propriété intellectuelle puis des brevets qui empêchent les producteurs de les réutiliser. Maintenant, l'intensification conventionnelle. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour la diminution des gaz à effet de serre? Bien, on essaie de réduire ces gaz-là en optimisant la gestion des engrais azotés, en utilisant des additifs alimentaires pour les ruminants, etc., donc par différentes technologies. Au niveau de l'intensification agroécologique, ben, ça se fait plus un peu naturellement par l'optimisation du recyclage de la matière organique. Entre autres, on va stocker plus de carbone dans les sols en augmentant leur composition en matière organique. Pour l'intensification conventionnelle, on va avoir des infrastructures d'irrigation à très grande échelle, des grands barrages et tout. Alors qu'au niveau de l'agroécologie, ben, ça n'exclut pas l'irrigation, mais on va peut-être favoriser des systèmes à échelle humaine. L'intensification conventionnelle, il y a la mécanisation pour augmenter la productivité. Dans l'intensification agroécologique, ça n'exclut pas la mécanisation, mais en général, les systèmes agroécologiques exigent plus de travail, donc sont plus intensifs en main-d'œuvre. Au niveau de l'intensification conventionnelle, on va développer des paquets technologiques qui incluent ces nouvelles semences-là, le mode d'emploi pour les cultiver, tout ça. Alors que l'intensification agroécologique, on va plutôt valoriser les savoirs paysans, renforcer leur capacité à apprendre, leur donner accès à de nouvelles connaissances scientifiques, mais les encourager à développer des agroécosystèmes qui fonctionnent pour eux dans leur environnement. Finalement, on s'attend au niveau de l'intensification conventionnelle que l'uniformité des pratiques mène à des rendements prévisibles, alors qu'avec l'agroécologie, on ne vise pas l'uniformisation des pratiques. On vise des pratiques adaptées au milieu. Puis le dernier point, c'est la question du crédit agricole. C'est nécessaire. Avec l'intensification conventionnelle, ça prend des intrants, il faut les acheter. Les paysans n'ont pas l'argent en début de saison pour les acheter, donc ils doivent s'endetter. Dans l'intensification agroécologique, ça n'exclut pas le crédit, mais ça réduit sa nécessité parce qu'on a moins besoin de ces intrants-là. Donc, c'est ça. Donc, l'agroécologie, ça vise la mise en place d'agroécosystèmes durables. Les principes, c'est les sols vivants, une bonne gestion de l'eau, optimiser l'utilisation de la lumière, valoriser les pratiques agricoles qui permettent de protéger, de restaurer la biodiversité, une place centrale des paysans, de leurs familles, leurs communautés, leurs organisations, atténuer les changements climatiques, s'y adapter et finalement se soucier du bien-être animal. Là, j'ai vu qu'il y avait une question sur la production de viande. Tamarie, oui. je m'excuse. Peut-être on prendra les questions à la fin, mais je t'inviterai à conclure ta présentation si c'est possible, puis on prendra les questions à la fin. C'est ça. Donc, maintenant, je veux dire, qu'est-ce qu'ils disent les enseignements Baha'i à ce sujet? Entre la nature, la science, de quel côté pencher, mais ça nous dit que la nature est le reflet du divin. Donc, en observant la nature, on peut apprendre à propos du divin. Ça nous parle de diversité, d'interdépendance, de coopération, de réciprocité comme étant des caractéristiques essentielles de la nature. Ça nous dit que les humains devraient observer la nature, en tirer des leçons. Ça nous dit aussi qu'on ne peut pas séparer le cœur humain de son environnement parce que les deux s'influencent mutuellement. Ça nous dit aussi que l'humanité est la gardienne des ressources naturelles terrestres, qu'elle doit s'efforcer de les conserver. Par rapport à la science, maintenant, ça nous dit que les humains existent afin de contribuer au développement continuel de la civilisation, mais ça n'exclut pas le progrès scientifique. Ça l'inclut, mais ça n'inclut pas juste ça. Malgré tout, il faut faire attention parce que si la civilisation matérielle dépasse le progrès social et spirituel de l'être humain, mais là, ça va causer beaucoup de dommages. Ça pourrait même menacer la survie du genre humain. Mais si elle est bien employée, la science peut être un outil de progrès.
Abdul-Baha nous a encouragés, comme Baha'i, beaucoup à étudier les sciences de l'agriculture, puis en particulier les femmes. Ce qui est important de comprendre entre le dilemme nature-science, de quelle avenue prendre, c'est la modération, qui est vraiment un principe clé. Donc, je passe les écrits. OK. Donc, peu importe quel des deux scénarios qu'on choisit, ce qui est important, ça va être l'éducation et la formation des paysans, en particulier celle des femmes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, non seulement elles sont plus à même de diminuer la faim dans le monde si elles se mettent à l'agriculture, mais aussi parce que l'éducation des femmes, c'est la meilleure façon de ralentir la croissance de la population terrestre. Et ça va être important de ne pas trop continuer à augmenter la population si on veut réussir à la nourrir. Donc, on va passer ça ici, si vous voulez plus d'études. Donc, est-ce que c'est possible de nourrir 11 milliards d'humains dans un contexte de changement climatique grâce à l'agroécologie? La conclusion, si je résume, c'est oui, mais il va falloir d'une part éviter le gaspillage alimentaire. Et d'autre part, il va falloir diminuer la consommation de viande. Il y a une étude récente qui dit que, par exemple, si on se convertissait complètement à l'agriculture biologique sur la Terre, on serait obligé d'augmenter la surface cultivée de 16 à 33 %, donc augmenter la déforestation pour pouvoir compenser la plus faible productivité de l'agriculture bio. À moins que tous se convertissent au végétarisme et que le gaspillage alimentaire soit réduit de 50 %. Donc, en tout cas, moi, j'ai mes doutes par rapport à cette étude-là parce qu'on n'a pas tenu compte, par exemple, du fait que les agroécosystèmes agroécologiques sont très complexes puis qu'il y a plus qu'une espèce par champ. Fait que tu ne peux pas comptabiliser la productivité de la même façon. Mais quand même, ça nous donne une idée que ça va prendre des changements. Ici, on a par exemple la différence de gaz à effet de serre émis par la production de viande, le bœuf en haut, qui est le champion des émissions, et les noix en bas, 0,3 versus 40 quelques, presque 50. Donc, on voit l'impact. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que dit les enseignements Baha'i là-dessus? C'est un petit peu modéré, je dirais. Ce que ça dit, on va aller plus loin. Puis c'est la même chose pour l'agroécologie. Les deux vont dans le même sens. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les animaux, ils ont les mêmes émotions que nous, donc il faut être bienveillant envers eux. Donc, la consommation de viande n'est pas interdite au Baha'i, mais on nous dit que ça serait préférable de la limiter, que si on est capable de s'en passer, ça serait ça serait mieux et qu'on n'en a pas besoin pour être en santé. Et puis, il y a aussi certaines lois qui concernent la chasse excessive. Donc, ça nous ramène, en fait, au même principe spirituel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la nécessité d'apprendre à se contenter et à ne puiser en ce monde que ce dont on a besoin. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est que si on veut réussir à nourrir la planète, malgré les changements climatiques, et d'une façon durable et résiliente, qu'il va falloir, les principes sur lesquels on va devoir s'appuyer, c'est la diversité, la coopération, la réciprocité. Et cette solution-là va devoir être à la fois locale et mondiale, au plan écologique, social et économique. Donc, c'est pas simple. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette solution-là, on va avoir besoin d'une transformation spirituelle. Et une des causes qui explique ça, c'est qu'on ne peut pas séparer le cœur humain de son environnement. On fait partie de l'environnement, on est interdépendant avec lui. Notre vie intérieure modifie l'environnement et nous-mêmes, notre spiritualité est influencée profondément par ce qui nous entoure. Donc, c'est ça. Et finalement, dernière diapo, Lise, c'est une transformation qui nous concerne tous. Abdul-Baha nous dit que c'est la base fondamentale de la communauté, c'est l'agriculture.
que la solution au problème économique commence avec le village et finalement que la campagne est le monde de l'âme, la ville est le monde des corps. En fait, c'est un petit peu, ça me fait penser en santé publique, de plus en plus, les médecins parlent de prescription verte parce que c'est démontré que le contact avec la nature est vraiment bon pour la santé mentale et même pour la santé physique. Et c'est un petit peu ce que Barola nous rappelle ici, que tout le monde devrait essayer de cultiver un petit peu, de participer à ce système-là, de s'en imprégner. Ça fait que j'ai fini, Lise. Bon, ben merci. Questions. Merci beaucoup, Tamari. Alors, c'est quand même une présentation quand même assez complexe, hein, ce soir. Oui. C'est ce qu'on a vu. Il y a beaucoup d'avenues. Je vais commencer à te lire les questions qu'il y a dans le chat. La première, une de Peter Calkins. Comment concrètement, nous, les Québécois, on pourrait agir pour contribuer à la réalisation d'un système agroalimentaire mondial plus durable et équitable? Consommer moins de produits animaux, acheter localement, acheter du café équitable, contribuer à Oxfam. Bon, il y a quelques pistes ici, mais quel est ton point de vue? Ben, je pense que tout ça est vraiment bon, là. Je pense que une des choses, c'est ça qui ne mentionne pas, c'est de peut-être chercher à créer des liens entre les producteurs et les consommateurs ici même. On a l'agriculture soutenue par la communauté qui permet, je dirais, de partager les risques plus équitablement entre les producteurs et les consommateurs, tout en diminuant les intermédiaires. Puis donner une chance aussi aux plus petits producteurs qui passent en dessous du radar des grandes institutions financières. C'est une des choses qu'on peut faire. On peut composter. Quand on composte, on réduit les émissions de gaz à effet de serre parce que les restants d'aliments qui se décomposent de façon aérobie produisent du CO2, alors que ceux qui se décomposent dans les dépotoirs produisent du méthane, qui ont un pouvoir beaucoup plus fort de réchauffement. Je pense que c'est ça. On peut aussi, c'est que la façon qu'on vote aussi, hein, il y a quand même certaines tendances politiques au niveau des gouvernements. Il y en a qui sont plus pour la mondialisation à outrance, ou est-ce qu'on essaye de tirer notre épingle du jeu, puis à tout prix défendre la compétitivité de nos producteurs, qu'ils puissent avoir accès au marché des autres pays, même en faisant beaucoup même pression sur les pays pauvres pour qu'ils donnent un plus grand accès à leur marché. Ben, quand on vote pour des gouvernements qui vont dans ce sens-là, on contribue à accroître la tyrannie dans le monde. C'est ça. Fait qu'il il y a des solutions qui vont juste passer, finalement, ça va être au niveau politique. Mais toutes les solutions que Peter parle, c'est toutes des choses qui sont valables. Il y a celle du gaspillage aussi, essayer de diminuer le gaspillage en gérant mieux notre frigo, en planifiant nos achats en fonction de notre menu, etc. Il y a toutes sortes de trucs, là. Parfait. La prochaine conférence, un autre sujet d'importance, la vision autochtone de l'unité, avec nul autre qu'Alexandre Bacon. Donc, 18 février, même heure, même poste. Je vous invite fortement à venir à cette autre très, très belle présentation. Donc, merci beaucoup, Tamari. Les amis, si vous voulez poser des questions à Tamari, ouvrir vos micros, etc., il n'y a pas de souci. Ça termine la présentation de ce soir. Merci à tous.